Pour une amélioration des conditions de vie et de travail du personnel d'appui et soutien des lycées et collèges du Bénin, le syndicat national des enseignants et personnels administratifs du secondaire du Bénin, en collaboration avec la Confédération des organisations syndicales indépendantes, ont initié un atelier de réflexion, une activité au cours de laquelle les participants ont approfondi les réflexions sur la qualité de vie de cette couche qui constitue un maillon capital dans le système éducatif. L'objectif est de recueillir les contributions des parties prenantes et transmettre le rapport de l'atelier au ministère de l'enseignement secondaire. Un atelier qui est une première dans mon parcours syndical, c'est la première fois que je constate qu'un syndicat des agents de l'État puisse organiser un atelier pour réfléchir sur les conditions de vie et de travail du personnel non agent de l'État des lycées et collèges. C'est dire qu'au CINEPAS et à la COSI Bénin, nous ne réfléchissons pas qu'à nous seuls. Nous réfléchissons à nos amis, à nos parents qui sont à côté. Je voudrais que cet atelier, à la fin, que les résolutions qui seront prises, déposées sur la table du ministre, lorsque la CAP sera installée, que nous puissions continuer la réflexion pour qu'on puisse vous prendre en compte dans le reversement au même titre que les AME. Ils sont confrontés à des défis dans nos différents lycées et collèges, notamment, je cite quelques-uns, des contrats précaires, une absence de couverture sociale dans certains collèges, un cruel manque de formation continue. Je voudrais plaider pour des opportunités de formation régulière pour renforcer leurs compétences et leur employabilité. L'éducation est un fondement crucial de la société et la performance des élèves reflète la qualité du système éducatif. La tenue de cet atelier fait donc suite aux résultats des différentes enquêtes menées par les membres du CINEPAS Bénin. CINEPAS Bénin, à la suite des observations qui lui ont été remontées par ses militants, personnels d'appui et de soutien, a initié depuis environ 1 an et demi de travailler pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau de ce personnel. Et pour cela, nous avons eu à initier des fiches d'enquête à l'endroit de cette catégorie de travailleurs de nos lycées et collèges dans tous les départements de notre pays. Fiches qui ont été reprises après renseignement pour être étudiées. Ce qui nous a permis de comprendre qu'il y a des choses qui se passent des fois sous nos yeux mais que nous ne voyons pas. Et nous avons donc décidé au niveau du bureau exécutif national de CINEPAS Bénin de faire quelque chose pour aider cette catégorie de personnel des lycées et collèges publics de notre pays à améliorer ses conditions de vie et de travail. L'atelier de ce samedi a connu la présence de plusieurs acteurs ainsi que d'une délégation du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Il a permis aux participants d'élaborer un plan d'action du plaidoyer sur la carrière des personnels d'appui et de soutien des lycées et collèges publics du Bénin. C'est la 21e édition du Ziara annuel. Ils sont venus du Togo, du Sénégal et de plusieurs villes du Bénin pour commémorer le passage à Porte-Novo de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, une icône de l'islam au Bénin et en Afrique. On retiendra sans doute que le passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Porte-Novo demeure une illustration éclatante de l'éthique islamique en action. Sa patience, sa détermination
sa disposition pacifique, son sens de la gratitude et sa transmission spirituelle sont autant des leçons d'éthique et de valeurs universelles. Ces événements de l'exil nous rappellent que face aux épreuves, l'homme doit s'élever par la foi et les valeurs morales pour transformer les défis quotidiens en opportunité d'atteindre des stations spirituelles. Cheikh Ahmadou Bamba reste un modèle universel, prouvant que l'éthique n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue qui, pour illuminer le chemin de ceux qui aspirent à la vérité et à la justice. Axé sur le thème « La vision éducative » de Cheikh Ahmadou Bamba, un remède aux défis multiples de l'Afrique, l'édition 2024 du Ziara annuel de Porto Novo est placée sous le signe de l'innovation. Ce qui fait la particularité de ce cheikh, c'est qu'il a écrit son histoire. Il n'a pas laissé les Blancs écrire son histoire pour lui. Lui-même, il a écrit son histoire. Il a écrit là où il a passé. Donc cette innovation qu'on veut faire pour les prochaines Ziara, c'est d'amener les enfants, les élèves, les professeurs à étudier le Cheikh Ahmadou Bamba. C'est notre innovation. Notre innovation, ça va aussi de créer des écoles coraniques, d'enseigner le Coran et l'enseignement du Cheikh. Il y a une nouvelle université à Dakar, à Touba. Et on est en train de demander si on peut nous donner des quotas pour que les Béninois puissent aller étudier au Sénégal. Tout ça, c'est dans l'innovation. À Porto Novo, l'histoire retient que Cheikh Ahmadou Bamba a laissé des traces exemplaires avant sa déportation vers les îles au Gabon en 1895 par l'administration coloniale. Son passage au Dahomey, actuel Bénin, revêt 3 dimensions essentielles, à savoir la propagation du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, la recherche de l'illumination et la résistance non violente contre la domination coloniale. Alors que nous commémorons cet épisode de 1895, rappelons-nous que l'héritage de Serigne Touba ne se limite pas à l'histoire. Il nous enseigne que l'histoire, dans toute sa diversité, peut puiser dans son patrimoine spirituel pour surmonter les défis contemporains. Il nous rappelle l'importance de l'éducation, non seulement comme un moyen d'éclairer les esprits, mais aussi comme une arme pour libérer les peuples. Et surtout, il nous montre que la foi et la résilience sont des piliers sur lesquels il faut construire un avenir meilleur. Son exemple demeure une lumière dans les ténèbres de l'histoire, nous rappelant que la véritable résistance est celle qui oppose à la haine, à l'injustice et à la violence, non pas la violence elle-même, mais par la capacité à résister sans céder à la tentation de l'oppression. Et pour marquer d'une pierre blanche l'événement, une marche a été organisée. Partie de la place Bayol, les marcheurs ont arpenté la rue passant devant l'Assemblée nationale, l'INSEPS, pour chuter sous ce table au quartier La Détente. Ils reçoivent ici les salutations de revoir et les bénédictions du roi de Porto Novo. Cette journée sera pour chacun de nous une journée de bénédiction. Chacun de nous retournera à la maison avec cette bénédiction. Et cette bénédiction fleurira, Inch'Allah, puisque les hommes qui ont lutté dans le monde, ces hommes-là sont des élites. On doit les saluer. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et qu'il soit sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui met un terme à la 21e édition du Ziara annuel de Porto Novo. Les regards sont alors tournés vers la prochaine édition pour plus de surprises et d'innovations en 2025. Je vais d'abord remercier le chef de l'État, puisque quand on regarde ces nominations à travers ceux qui sont nommés, j'ai compris que c'est une nomination de remerciement. Puisque on en a vu des gens qui ont crié talon, crié talon, crié talon. Ils ont trop crié. Bon, il faut quelque chose pour les remercier.
Et je pense que c'est ça que le chef de l'État a fait. À chaque fin de mandature, il y a eu des actes fantaisistes. C'est ce que moi je vois. Et c'est le Trésor public qui paie tout ça là. Aujourd'hui au Bénin, pour joindre les deux bouts, vraiment c'est difficile. Et la population est souffrante. Aujourd'hui, il faut voir le prix de carburant, le prix du pain, le prix d'huile arachide. Il faut voir tout ça là. Et il y a la flambée. Mais aujourd'hui, on se permet de remercier les amis avec des sommes colossales. Et on va payer tous ces ministres conseillers. Ça veut dire quoi? Ça apporte quoi aux Béninois? Moi, je ne vois pas. Et vraiment, c'est de gâchis. C'est de gâchis. Alors, c'est une bonne décision de la part du gouvernement. Si c'est pour un remerciement, je trouve que c'est bon. Le moment est venu, même si c'est un peu tard. Et je trouve quand même qu'ils doivent avoir à la mémoire que ce pays-là est un pays qui vend chèrement sa démocratie et qu'ils sont là pour accompagner fidèlement le chef de l'État pour la fin de son mandat. Mais en remerciant, il y a certaines personnes qui ont mérité le poste. Il y a certaines personnes qui ont mérité le poste. Et il y a certains dans la nomination qui n'ont pas mérité le poste. Et par exemple, Rachid Baramassi ne mérite pas ce poste. Parce qu'à travers ses propos, vraiment, il va gérer la défense, ce serait un peu compliqué. Puisque nos militaires sont bien disciplinés. Les militaires, je répète bien, les militaires, et surtout nos militaires, ils sont disciplinés. Il n'a qu'à savoir à propos tenu. Parce que je connais bien Patrice Talon. Il ne blague pas. Peut-être on les a jetés un pot de fleurs. Et il ne contrôle pas ses propos. Surtout ça. Il va prendre cette nomination de conseiller ministre là pour qu'on ne va pas faire des tapages partout maintenant. Hein? Et il ne faut pas qu'il embrouille le pays. Le chef de l'État est presque à la fin de son mandat. Donc, il a essayé. Il a fait ce qu'il peut. Mais en lui nommant conseiller, il ne faut pas qu'il prenne ça là pour qu'on ne va pas faire des tapages et faire des soulèvements. C'est clair, ces conseillers ne doivent pas participer au conseil des ministres, mais on va désigner un coordonnateur à leur sein qui va participer au conseil des ministres, mais ils auront droit au conseil interministériel, préparatoire au conseil des ministres. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a acté dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État. Près d'1 an de médiation n'ont pas suffi à faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur leur décision de quitter l'organisation, qui pourtant se félicite d'une avancée démocratique régionale. Malgré les défis liés à l'interruption de la gouvernance démocratique dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, la région continue d'enregistrer des avancées démocratiques. Les 3 pays avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante. Une sortie amère selon le président de la commission de l'organisation. Excellences, bien que le départ imminent du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la CEDEAO soit décourageant, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leurs excellences le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ces efforts soulignent votre engagement collectif à préserver la paix et l'unité dans la sous-région. L'un des principaux avantages d'être membre de la CEDEAO est la libre circulation entre les États membres. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, prévue ce dimanche à Luanda, à l'initiative de João Lourenço, le président angolais, n'a pas eu lieu. Les présidents de la RDC et du Rwanda devaient signer un accord pour le retour de la stabilité dans l'est du Congo, théâtre des exactions des rebelles du M23. Des experts de l'ONU ont déclaré cette année qu'il y avait entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais au Congo et qu'ils exerçaient un contrôle de facto sur les opérations du M23.
Si le président congolais est arrivé dimanche matin dans la capitale angolaise, son homologue rwandais n'a pas fait le déplacement de Luanda. Paul Kagame conditionnerait la signature d'un accord de paix par des discussions directes entre Kinshasa et le M23, ce que rejettent les autorités congolaises. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a fait savoir que la rencontre a simplement été reportée. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo a déjà provoqué le déplacement de plus d'1,9 million de personnes. En Guinée, rétropédalage de la junte au pouvoir, la période de transition ira désormais au-delà du 31 décembre 2024. Un glissement aux antipodes de l'engagement pris devant la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les autorités guinéennes justifient leur décision par les contraintes liées à l'exécution de la charte de la transition. La machine serait encore à la phase de la refondation de l'État. La mise en œuvre des différentes étapes nécessiterait du temps et le pouvoir y met un point d'honneur, faisant quasiment fi des délais. Pour les responsables guinéens, la mise en place des conditions de stabilité, c'est le plus important. Le calendrier électoral vers un retour au pouvoir des civils semble avoir été rangé dans les tiroirs. Le référendum pour la nouvelle constitution se fait toujours attendre, alors que cette étape conditionne l'organisation de l'élection présidentielle initialement prévue en 2025. Suffisant pour susciter les inquiétudes de l'opposition qui accuse le pouvoir de mener une campagne de promotion de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle à venir. Les opposants ont d'ailleurs promis de ne plus reconnaître la junte à partir du 31 décembre et promettent d'appeler la population à descendre dans la rue pour obtenir le départ des militaires. L'agenda politique prévoit des élections dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Entre scrutin législatif et présidentiel, le calendrier doit s'étendre jusqu'en 2026. Le sujet a été évoqué au Conseil de sécurité vendredi. Le représentant de l'ONU dans cette partie du continent plaide pour des élections libres, inclusives et pacifiques. Le 29 décembre prochain, le Tchad va conclure sa transition politique avec des élections législatives provinciales et locales qui finaliseront la mise en place des institutions prévues par la Constitution de la Ve République adoptée par référendum le 17 décembre 2023. En outre, le Burundi, le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine organiseront des élections législatives ou présidentielles en 2025, tandis que le Congo et Sao Tomé et Principe iront vers des élections présidentielles en 2026. Les inondations qui ont secoué plusieurs pays de la région ont aussi été évoquées, signe de la vulnérabilité de l'Afrique centrale au dérèglement climatique. Depuis le début de l'année 2024, presque tous les pays d'Afrique centrale ont été affectés par des phénomènes climatiques extrêmes, se traduisant par des inondations meurtrières et destructrices ayant touché plus de 3,2 millions de personnes, exacerbant ainsi les tensions sociales et économiques dans la sous-région. Il est heureux de constater que la COP29 a souligné le rôle clé de la forêt du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. En effet, à ce jour, moins de 15% des engagements internationaux en faveur de l'Afrique centrale ont été honorés. La région doit aussi faire face à la résurgence de l'insécurité liée à Boko Haram et aux groupes affiliés à l'État islamique. L'opposition namibienne a annoncé samedi qu'elle va contester le 23 décembre les résultats de la présidentielle du 27 novembre. Le Parti des Patriotes indépendants pour le changement veut dans cette perspective accéder au décompte de bulletins de vote. Aussi a-t-il saisi la haute cour du pays après avoir obtenu le feu vert d'un tribunal sur la question. L'opposition a rejeté les résultats de la présidentielle publiés le 3 décembre par la commission électorale en raison de la prolongation du scrutin à 2 reprises. Netumbo Nandi Ndaitwa de la SWAPO au pouvoir a été crédité de 51% des voix dès le premier tour. À 72 ans, elle est la première femme présidente de la Namibie. Mais il faut encore que la justice puisse élaguer le contentieux électoral.
Les véhicules étaient de retour sur les artères de Damas, la capitale syrienne, dimanche, alors que les populations vaquaient à leurs occupations. Une semaine après la chute de Bachar al-Assad, la vie reprend son cours. Les élèves aussi ont retrouvé les salles de classe. C'est la reprise des cours aujourd'hui, une semaine après le renversement de l'ancien régime. Aujourd'hui, nous sommes dans une Syrie libre, mais on essaie de construire ce pays avec tous les enfants qui sont de retour. Même si je pense que certains d'entre eux ont peur, ils sont venus pour construire la Syrie et pour vivre les victoires de ce pays. Si Dieu le veut, il y aura plus de développement, plus de sécurité et plus de construction dans ce pays bien-aimé. Les pillages et les destructions ont été contenus, les combattants insurgés disciplinés. Les étudiants ont aussi renoué avec le chemin des amphithéâtres, avec un sentiment de liberté dont on ne fait pas l'économie. Une semaine après le renversement du gouvernement d'Assad, nous sommes de retour à l'université. La situation est bien plus paisible. L'assiduité est meilleure et les professeurs nous encouragent davantage. Reste à réconcilier un pays brisé et isolé après 5 décennies de règne de la famille Assad.